2, 3. Oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui en cette fin de dimanche après-midi. C'est fort courageux de votre part, mais voilà, on vous garantit que vous allez en avoir pour votre argent, comme, comme on dit. J'ai déjà été présentée, mais donc je suis Aliette Ovine, journaliste à France Culture. Je présente l'émission Entendez-vous l'écho, qui a lieu tous les lundis de 14h à 15h. Et puis je rejoins un peu les objectifs qui viennent d'être évoqués. Comme beaucoup de monde dans cette institution, je pense qu'il est très important de parler d'économie un peu autrement, de l'ouvrir au plus grand public possible. Et je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec Christian Gaulier qui est à mes côtés. Alors le programme pour cet après-midi est quand même extrêmement ambitieux, penser le monde à venir, ce qui est quand même une vaste tâche et une tâche assez complexe également. J'ai pas besoin de vous rappeler les événements récents qui prouvent que le monde est en constante évolution, voire en constant bouleversement, que ce soit d'ordre géopolitique, on en parlait vendredi, et d'ordre évidemment économique. On voit qu'un détroit bloqué quelque part dans le monde a quand même des répercussions pour l'intégralité de l'économie, et ce au niveau mondial. Et puis impossible de parler du monde à venir aussi sans penser évidemment à la question de la transition qui nous attend, une transition écologique, énergétique aussi. Là encore, la question est revenue sur le devant de la scène avec le conflit en Iran, entre autres. Et on voit aussi que les objectifs environnementaux qu'on a réussi à mettre en place à un certain moment, on pourrait presque se dire à un moment de grâce, sont bien faciles à oublier dès lors qu'une urgence paraît plus urgente encore que l'urgence d'avant. Et donc on a beaucoup de mal à penser le long terme et à maintenir le cap. Mais ça, Christian Gaulier en parlera bien mieux que moi, de la façon dont on hiérarchise les priorités, la façon dont on fait des choix en tant qu'individu, en tant qu'État aussi. Tous ces choix-là, vous les avez donc étudiés de très près. Christian Gaulier, bonjour et bienvenue. Vous êtes économiste, directeur de la Toulouse School of Economics. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont Le climat après la fin du mois et d'une économie de l'inaction entre parenthèses, climatique, qui est un ouvrage qui est apparu récemment et dans lequel vous explorez toutes les options qui s'offrent à nous et comment choisir entre elles. On apprend par exemple que se sécher les mains à l'air pulsé vaut 20 fois mieux que de le faire avec une serviette en papier, et que selon l'Institut de conseil en transition carbone 4, la production d'1 kilo de chocolat noir est responsable de 16,7 kg de CO2, mais le chocolat au lait n'en engendre que 13,4%. Donc voilà, c'est des façons de nous aider à faire des choix, mais du coup c'est un peu abyssal. On se dit, mon Dieu, mais si je dois réfléchir comme ça à chaque micro-décision que je prends, je vais rester bloquée chez moi et ne jamais rien faire. Or, ce n'est pas le but de ne rien faire. Christian Gaulier, je voulais commencer cette conversation en vous demandant si finalement cette tâche très complexe que je viens de décrire, de penser le monde à venir, vous semble assez conforme à l'idée que vous faites de votre métier, de votre statut d'économiste. Est-ce que c'est au fond à cela que vous servez, penser le monde à venir ? Alors, il y a différentes branches de l'économie, mais celle qui m'intéresse, évidemment, a une nature normative, à une volonté de réfléchir à comment organiser les institutions, des procédures, les relations sociales à l'intérieur d'une société, de manière à faire en sorte qu'on en extrait un bien-être maximum. Évidemment, la question de comment définir le bien-être individuel, le bien-être collectif, c'est un sujet compliqué. Ce que je voudrais dire en particulier, c'est que je pense que s'il y a une évolution, il y a eu des tas d'évolutions extraordinaires dans ma discipline, les sciences économiques, depuis que vous étudiez 50 ans, on va dire. Restons plus le temps passe. Mais il y en a une qui m'intéresse en particulier, c'est celle en fait, mes prédécesseurs, ils pensaient un monde en évolution pérenne, permanente, où, en fait, depuis la révolution industrielle, on était sur un trend de croissance de 2% par an. Et puis, voilà. Et dans cette imagination-là, dans cet imaginaire des économistes du XXe siècle, la question de que faut-il sacrifier pour améliorer le bien-être des générations futures se posait pas tellement. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les experts, mais aussi, je pense, et encore plus, les citoyens, sont dans des croyances où, en fait, tout ça est très fragile et nous oblige à réfléchir à quelle responsabilité nous portons dans le possible
destin détérioré des générations futures. Et ça, c'est nouveau. Vous voyez, comment penser les politiques publiques de soutenabilité, comment penser des décisions des entreprises qui ont un rôle dans les investissements, dans la recherche et développement pour créer des innovations qui rendent le monde meilleur ou moins bon d'ailleurs. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qui n'existaient pas il y a 40 ans. Cela dit, Christian Gaulier, on pourrait se dire que l'idée d'une finitude des ressources, ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle est dans la tête des économistes. Dès le 19e siècle, je pense à des Jevons, par exemple. Bon, c'est quand même une pensée qui est présente. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Enfin, il y a quand même cette pensée de la génération future en économie qui existe depuis, même Malthus, si on va par là, on pourrait se dire lui aussi penser à l'avenir quand même sur un assez long terme. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? En fait, vous avez raison. Le millénarisme, l'idée qu'on est la dernière génération avant l'arrivée de Christ sur Terre et de monter au paradis, ça fait 2 millénaires qu'on pense à ça. Vous avez raison. Ce qui a changé, je pense, c'est que cet imaginaire-là, qui était limité à la philosophie, aux intellectuels. Aujourd'hui, la jeunesse, ça transcende l'idée que nos enfants seront moins heureux que nous, qu'ils seront dans un monde détérioré par rapport au nôtre. Ok, j'ai quand même l'impression que c'est nouveau, ça. Et à nouveau, quand je regarde ma science, quand je regarde la littérature qui m'intéresse sur quelles sont nos responsabilités envers les générations futures, il y a la génération précédente imaginait un monde linéairement croissant ou exponentiellement croissant. Aujourd'hui, dans ce sur quoi je travaille, on a non seulement intégré une incertitude assez standard de nature. Vous avez une croissance, au lieu d'avoir une croissance certaine, une croissance incertaine, mais autour, avec un mouvement brownien qui est un trend, une petite volatilité autour de cette trend. Non, maintenant, on est au-delà de ça. On est en dire non, on n'est pas dans un brownien. On n'est pas dans une nature où il y a des petites variations, des petits bruits autour d'une tendance naturelle de croissance à 2%. Non, on est dans une situation où on pourrait très bien avoir un décrochage permanent. Donc, c'est plus des catastrophes macroéconomiques, des catastrophes sanitaires, des catastrophes écologiques. Et vous avez raison de parler. Alors, c'est vrai que les 9 limites planétaires, on n'en parlait pas comme ça il y a 50 ans. On avait le Club de Rome, on avait le rapport du Club de Rome avec plutôt des questions de limites de ressources naturelles. On n'avait pas encore complètement en tête à l'époque le changement climatique, bien entendu, et d'autres des sujets. Bon, en même temps, il y a des choses qui nous font espérer. Donc, en même temps qu'on peut imaginer des chocs désastreux, de chute permanente du PIB mondial, ou enfin le PIB, je sais que c'est un argument, enfin c'est un concept qui pose problème à plein de gens, et j'en suis. Donc, disons, du niveau de consommation, du niveau de pouvoir d'achat des gens, il y a aussi des perspectives d'embellissement extraordinaire. On a encore des Américains qui reviennent de la Lune. Qui sait, la conquête de l'espace n'est pas complètement morte. Et puis, on va peut-être pouvoir résoudre le cancer dans quelques années. On va peut-être, l'intelligence artificielle, ok, c'est un incroyable risque pour le contrôle de l'être humain sur son propre destin collectif, mais aussi c'est des perspectives de pouvoir créer de la valeur en faisant moins d'efforts. Tout ça est. Donc le point intéressant, je trouve, c'est l'intégration de l'incertitude, une incertitude qui est devenue radicale, quoi. Et parfois même non probabilisable, parce que ce qui est intéressant, par exemple, dans la théorie de la finance qui a été développée à partir des années 60, c'est on peut tout prévoir de façon probabilisée. Rien n'est certain, mais tout est probabilisable. Mais aujourd'hui, non, on n'est même plus, et on est dans des situations, mais on est même incapable de décrire les scénarios possibles, et encore moins de les probabiliser. Ce qui me fascine, c'est aujourd'hui, on doit prendre des décisions, et ça c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. On doit prendre des décisions en sachant qu'elles auront des conséquences, pas pour l'année prochaine, pas pour dans 10 ans, oui bien sûr, mais aussi dans un siècle, dans 5 siècles, dans 10 siècles. Le CO2 qu'on émet aujourd'hui dans l'atmosphère, il va rester pendant des siècles, et donc va impacter le bien-être de nos descendants pour des générations, de très nombreuses générations à venir. Et ça,
réaliser que nous avons une responsabilité sur des millénaires. Avant de m'intéresser au changement climatique, je m'intéressais aux déchets nucléaires. Et là, des déchets nucléaires, on parle de millions d'années. Et quand EDF est venu me voir, j'étais encore un jeune chercheur qui travaillait sur une problématique de décision d'incertitude, et je travaillais plutôt sur des sujets de finance, macro, épargne. Et on m'en parlait, le plutonium, qu'est-ce qu'on doit en faire, comment intégrer, quand on réfléchit au mérite relatif du nucléaire par rapport à d'autres sources de production électrique, comment intégrer l'aval du cycle, et en particulier l'enfouissement des déchets ou le recyclage et l'impact que ça peut avoir sur des millions d'années. Alors là, je peux vous dire que quand un économiste dans les années 90, on lui pose cette question-là, il se gratte la tête, quoi. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, Christian Gaulier, mais effectivement, quand vous parlez de votre science, en tout cas de la branche dans laquelle vous êtes spécialisé, vous êtes d'abord un spécialiste de l'économie de l'incertain, de l'incertitude. C'est par là en fait que vous êtes arrivé aux questions plus environnementales. Mais donc, si je vous comprends bien, Christian Gaulier, si on compare le vous en tout début, on va dire, de carrière au vous de maintenant, est-ce que vous diriez que vous avez une meilleure vision du futur aujourd'hui, ou qu'il y a quelques décennies, on va dire, ou est-ce que tout est encore plus flou parce que plus on découvre des choses, moins on est capable de prendre des décisions quelque part? Alors, il y a la question est-ce que la science économique a progressé dans cette dimension-là, et puis il y a la question de quel est mon positionnement là-dedans. Bon, là, je crois que c'est dire tout à l'heure, c'est que je pense à la science économique, la littérature, tout ça, on a évolué dans une reconnaissance que finalement, le très long terme, vous savez, la théorie, il y avait, dans les années 60, Robert Solow, ils ont imaginé une théorie de la croissance. Donc, la croissance dans les années 60 est construite à partir de modèles macro, dans lesquels il y a deux sources de la croissance. La croissance, ça vient de l'accumulation du capital. Aujourd'hui, on est capable de produire bien plus de biens et services que dans le passé parce qu'on a bien plus de capital. Et c'est grâce à 2 siècles d'épargne et d'investissement qu'on a créé ce capital. On a cette grande ville de Paris avec tous ces beaux immeubles et ces industries, enfin, qui sont maintenant en périphérie. Et puis, l'autre chose, c'est l'innovation, la recherche et le développement. Et ça, à cette époque-là, la recherche, l'innovation, qui est pourtant le vrai moteur de la croissance depuis 2 siècles, depuis 2 siècles et demi, ça, c'était hors du champ de la science économique. Et puis, on a Philippe Aghion, on a d'abord Schumpeter, excusez-moi, qui arrive et dit non, mais en fait, l'innovation, c'est un processus de décision individuelle, de chefs d'entreprise qui recrutent des innovateurs, des scientifiques qui réfléchissent à comment construire un ordinateur, comment faire l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un processus endogène. Et donc, on a aujourd'hui une théorie de la croissance endogène que je ne pense pas être capable aujourd'hui qui me permet sans doute pas de mieux comprendre le monde tel qu'il sera dans 6 siècles, mais qui permet au moins de comprendre à un horizon de 10, 20, 30, 50 ans comment fonctionne la société dans le sens d'améliorer le bien-être collectif. Alors moi, effectivement, j'ai extraordinairement évolué. J'étais un théoricien pur à l'époque, je m'intéressais à résoudre des problèmes mathématiques, mais ça, je pense, c'est vrai à peu près de tous les scientifiques qui débutent une carrière. On nous demande d'abord de montrer qu'on est fort en maths. Et puis, en particulier à Toulouse, où on est fortement en contact avec des entreprises qui viennent nous poser des questions, comprendre leur business et le marché dans lequel ils sont et comment on peut les aider pour résoudre des problèmes de régulation. Et à Toulouse, donc, très tôt, je me suis frotté à des problématiques concrètes, commençant par des problématiques d'assurance et puis des problématiques de finance. Et puis très rapidement, au milieu des années 90, avec ce truc de EDF qui vient me voir sur le plutonium, j'ai dit, tiens, oui, c'est un beau sujet. Comment est-ce qu'on peut réfléchir le très, très long terme? Ah oui, l'incertitude y est un ingrédient complètement radicalement important. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je crois que il y a 40 ans, j'étais totalement incapable de vous parler de quoi que ce soit d'intelligible dans un public de non-experts qui ne sont pas capables de résoudre une équation d'équation de Ito ou des choses comme ça. Aujourd'hui, évidemment, l'essentiel de mon métier aujourd'hui, je pense, et ça, il n'y a pas encore assez en France.
aujourd'hui, je pense que voilà, moi, mon apport à la science, il est sans doute terminé. Je travaille encore sur des papiers, mais je pense que la vraie contribution que je peux faire aujourd'hui, c'est d'être un transmetteur de savoir entre ce qu'on a réussi à mieux comprendre de la science économique, enfin, à partir des outils de la science économique et les débats qui sont intenses au sein de l'opinion publique. Et c'est extraordinaire de voir la demande sociale pour comment on peut penser la transition, comment on peut penser la transition et comment on peut intégrer dans cette transition des problématiques de très long terme. Et ça, on n'est pas nombreux, ni en France ni ailleurs, à essayer de prendre notre ballon de pèlerin pour aller voir des ministres, pour aller voir des politiques, pour aller voir des chefs d'entreprise, pour aller voir des citoyens et essayer de débattre de ces sujets qui sont de premier ordre aujourd'hui. Oui, puis il y a presque une responsabilité, alors on pourrait parler de morale, mais il y a quand même une responsabilité de la part des économistes, et vous le dites d'ailleurs, vous dites, c'est bon, les climatologues ont fait leur boulot, ils l'ont d'ailleurs bien fait, on a les chiffres, on a la vision. Par contre, et c'est ce que vous dites dès le début de votre ouvrage, par contre, le reste ne suit pas, le débat ne suit pas d'un point de vue scientifique, et notamment des sciences sociales, alors même que les économistes seraient les mieux placés aussi pour se saisir de ce débat-là. Alors comment vous expliquez ce décalage-là ? Il y a beaucoup de questions dans votre question, en fait. Oui, aujourd'hui, la question de la transition énergétique, la transition écologique, mais je vais me concentrer sur la transition énergétique, c'est plus une question de climatologue, c'est plus une question d'océanographe ou d'experts de la dynamique des fluides qui comprennent mieux comment l'impact du réchauffement climatique sur l'augmentation de la fréquence d'ouragans, etc. La question aujourd'hui, ça, il y a certainement encore énormément de progrès à faire et il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, là, les boucles de rétroaction, comment le réchauffement va impacter la couverture nuageuse dans l'atmosphère, qui, elle, a aussi un grand effet de rafraîchissement de l'atmosphère. On ne sait pas encore très bien tout ça, mais l'essentiel, on sait que si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on aura une augmentation de la température moyenne de la Terre de 4 degrés, quoi. Et on est en route pour y aller. Hein. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est plus de comprendre le changement climatique, c'est qu'est-ce qu'on doit faire face à ce changement climatique. Et c'est un problème qui est extraordinairement complexe. Pourquoi ? Parce que l'énergie c'est de la demande d'énergie qui crée cette consommation de pétrole, de gaz et de charbon qui engendre cette augmentation de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Or, l'énergie, c'est le sel de la vie. Tout est énergie. Enfin, comme je lisais Jean-Marc Jancovici, je trouve que c'est très, très fort et il est très, très fort pour transmettre ça. Et donc, il faut toucher à cette problématique d'énergie. Donc, il faut toucher à toute la gamme, toutes les dimensions de notre vie, quoi. Se bouger pour aller voir votre petit enfant qui habite à 600 km de chez vous, se chauffer, se maintenir en vie, aller au boulot, tout ça, c'est complètement essentiel et il faut toucher à tout ça. Et il n'y a pas de... Et je suis désolé, il n'y a pas... On n'est pas arrivé à se mettre d'accord de comment on réfléchit pour dire ben non, il faut arrêter ça. Ce comportement est irresponsable, celui-là, il est raisonnable. Et donc, on est dans un monde d'un relativisme scientifique assez sévère où, voilà, et tout le monde est fâché, tout le monde est capable de dire non, non, je ne suis pas responsable, c'est mon voisin, regardez sa grosse voiture, moi je vais à vélo, lui, et puis mon patron, et tout ça, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Et en fait, depuis 30 ans, on sait qu'on fonce dans le mur du changement climatique et on émet plus de CO2 en 2025. On a émis plus de CO2 en 2025 que toutes les années qui ont précédé sur Terre, quoi. Et donc, ouais, ce qui est grave, c'est qu'il faut penser la transformation de nos sociétés pour faire en sorte que chacun agissent dans le sens de l'intérêt général, et on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce que y a pas de, dès qu'on parle de changement climatique, tout ce qui est vert est désirable et tout le monde est furieux parce que rien ne se fait. Et ça, on ne réfléchit pas suffisamment. Et les économistes, la science économique, c'est justement la science. C'est une science qui cherche à, comme je l'ai dit dès la première phrase, je pense, c'est une science qui cherche à déterminer comment organiser la société pour
créer au sein de cette société un bien-être qui est raisonnable. Alors vous dites tout ce qui est vert est désirable dans l'absolu. Pourtant, vous le dites aussi dans votre ouvrage, il y a quand même de nombreux présidents de la République, notamment en France, qui ont tenté de mener des politiques assez contraignantes en la matière et à leur grande surprise, s'y sont un peu cassés les dents. Donc, à chaque fois, il y a eu des mouvements contre finalement ces restrictions-là. Comment vous expliquez que ce soit à ce point peu consensuel, que l'effort à fournir ne fasse à ce point pas consensus? Alors, je pense que nous avons perdu, ou n'avons jamais eu peut-être, le sens de la responsabilité individuelle. En moyenne, chaque Français émet chaque année 9 tonnes de CO2. Alors, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences que les économistes essayent de mesurer, et c'est très compliqué. Et j'ai écrit un article dans Le Monde, ou non, dans Challenge, il n'y a pas très longtemps. C'est un économiste qui vient d'obtenir le prix du jeune économiste du journal Le Monde, il y a 15 jours, Adrien Bilal, qui est assistant professeur à l'université de Stanford, qui s'est fait accepter son papier dans une des meilleures revues du monde des sciences économiques. Donc, ça, c'est du lourd, quoi. Je peux vous dire, publié dans le Quarterly Journal of Economics. Moi, je n'y suis jamais arrivé. J'ai publié dans d'autres grandes revues, mais pas dans celle-là. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant. Et lui, il dit, ah non, attendez, la tonne de CO2, ça engendre $1000 de dommages. Chaque tonne que vous émettez est responsable de $1000 de dommages. Et chaque augmentation de 1 degré Celsius de la température moyenne de la planète sera responsable d'une chute du PIB mondial de 20%. Et ça, c'est une bombe. C'est une bombe parce que déjà, moi, je m'en sentais plutôt bien engagé en disant c'est 250 € la tonne de CO2. Alors qu'à l'époque, les gens disaient plutôt on est à 50 €. Le prix Nobel, William Nordhaus, qui a fait sa carrière sur cette mesure de la valeur de la tonne de CO2, du dommage engendré par une tonne de CO2, qu'il disait ah non, c'est 20 $. Donc là, vous voyez, on est dans un crescendo. Mais je reviens à la responsabilité individuelle pour répondre à votre question, parce que je m'écarte, mais on va revenir sur les travaux c'est clé, oui, ouais. C'est clé. Donc ça veut dire que si Bilal a raison, et il a obtenu le prix des meilleurs jeunes économistes en 2026. S'il a raison, on est chaque année, responsable de 9 000 € de dommages environnementaux qui seront étalés sur le temps long, mais c'est 9 000 €. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quand je parle avec des tas de gens, avec vous tout à l'heure, je vois que voilà, les gens on a trop tendance à dire ouais, je ne peux rien faire, c'est mon voisin. Alors évidemment, il y a ce qu'il y a dans mon chapitre 3, j'appelle les héros climatiques, des gens qui prennent plus l'avion, qui prennent que le train, qui n'ont plus de voiture, qui se roulent en vélo. Mais l'énorme majorité de la population, reconnaissons-le, ne se sent pas vraiment responsable. Et ok, on sent qu'on a une responsabilité collective, mais le fait qu'on n'ait pas le sens de la responsabilité individuelle fait quoi? Ça a quoi comme conséquence? Mais ça a conséquence que d'abord, on ne fait pas grand-chose soi-même, mais surtout, on n'élit plus. On n'élit plus, et c'est pour ça que je vais retomber sur le président de la République, on n'élit plus des politiciens qui sont prêts à dire là, les gars, il faut y aller, quoi. Et on va se retrousser les manches, ça va faire mal. On va dire aux gens qu'on ne va plus prendre l'avion, que vous allez être obligés de faire des choses que vous n'avez pas tellement envie de faire, etc. etc. Et là, donc, cette absence de sens de la responsabilité individuelle conduit à une absence de soutien aux politiques qui sont prêts à mettre en place des politiques qui vont coûter cher aux gens, qui vont être attentatoires au pouvoir d'achat, fait qu'il n'y a plus au niveau politique d'une représentation d'un parti porteur d'un message du sang des larmes de sueur. Or, c'est, comme je le dis dans mon chapitre 1, c'est la seule vérité qui aujourd'hui prévaut. Bien sûr qu'il y a des actions qui ne coûtent pas cher pour réduire l'émission de CO2, mais aujourd'hui, on est devant un mur. On a déjà réduit beaucoup, 30% des émissions de CO2 en France par rapport à 1990, mais on doit aller à 55% d'ici 4 ans. Donc, il faut accélérer massivement. Et puis, il faut aller à 100%, à 90% dans 14 ans, et puis à 100% dans 24 ans. Donc, et là, pour y aller,
je peux vous assurer que jusqu'à maintenant, on a plutôt réussi à les récupérer les actions qui n'étaient pas trop douloureuses, mais c'est-à-dire décarboner l'acier, décarboner le secteur aérien, décarboner le ciment, réduire, mieux isoler thermiquement les bâtiments, ça coûte des ponts d'or, et tout ça, ça va coûter très très cher. Donc moi je pense que les 4 derniers présidents de la République, celui à l'Élysée actuellement aussi, je les compte dans les 4, tout cela, ils avaient avant de commencer leur mandat à l'Élysée, ils avaient en tête qu'ils allaient pouvoir fédérer la société française autour d'un projet ambitieux climatique. Et tous les 4, au bout de 1, 2, 3 ou 4 ans de leur septennat ou quinquennat, on laissait tomber les bras. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de soutien de la population. Et aujourd'hui, regardez, écoutez notre Premier ministre vendredi, les seuls trucs qui sont encore acceptables, ce sont des trucs qui ne coûtent rien aux gens. C'est des subventions. Et il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors c'est intéressant parce qu'il dit ah oui mais non mais ça va, tout ça va pas être payé par l'État, ça va être payé par les contrats d'économie d'énergie. Et ça en fait c'est vous qui le payez mais vous vous en rendez pas compte, c'est dans votre facture d'électricité. Donc on essaye de cacher des coûts, mais aujourd'hui ça devient très très compliqué. Oui, il y a une réalité qui va finir par nous rattraper. On va venir aux solutions qu'on peut mettre en place qui justement notamment dans un contexte de contraintes budgétaires, pourrait avoir une pertinence. Je voulais juste revenir quelques instants sur les travaux d'Adrien Bilal, parce que c'est quand même un économiste qui nous dit, voilà, d'ici la fin du siècle, d'ici 2100, si on continue comme ça, on va perdre l'équivalent de 50% de notre PIB mondial, ce qui est énorme. Et en lisant ça, je me suis demandé, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle que ces travaux mettent ces chiffres-là parce que le sentiment d'urgence va être d'autant plus fort, ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on va se dire les sacrifices à fournir vont être énormes si on continue dans cette voie-là? En fait, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Quelle va être la conduite adoptée selon vous? C'est une très mauvaise nouvelle. Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle parce que ce que les études de sociologie, de psychologie et de sciences politiques nous enseignent, c'est que aujourd'hui, les gens sont conscients. Les gens sont conscients du problème changement climatique, mais je vous l'ai dit, ils n'ont pas une perception de leur responsabilité individuelle. Quand vous regardez dans le Nord là, les villages où ils ont été inondés 3 fois en 18 mois, en 2023, 2024, je ne me souviens plus exactement des dates, et vous regardez comment les gens ont voté dans ces villages aux élections législatives de 2024, vous voyez qu'ils n'ont pas voté écologiste, ils ont voté Rassemblement national. Le Rassemblement national, je suis désolé, il n'y a pas de politique climatique sérieuse au Rassemblement national. On verra à l'avenir, mais pour l'instant, j'en vois pas quoi. Donc, c'est pas l'urgence qui crée l'action, parce que il y a en économie ce qu'on appelle le problème du passager clandestin. Quand vous émettez une tonne de CO2, vous ne vous imputez pas un dommage à vous-même. Les 1 000 € de dommages liés à une tonne de CO2, ce n'est pas vous qui les supportez, c'est le reste de l'humanité. Et quand vous décidez de faire un effort de réduction de vos émissions de CO2, c'est vous qui allez, sauf les subventions publiques qui s'épuisent, c'est vous qui allez faire l'effort. Baissez votre thermostat dans votre habitation en hiver, décidez de ne pas installer un air conditionné pour survivre en été, c'est vous qui ferez cet effort-là. Et le bénéfice, il ne sera pas pour vous, il sera pour le reste de l'humanité. Donc, en fait, dans cette situation qu'on appelle d'externalité, qui est une grande source de défaillance des marchés, les marchés sont incapables. Le marché, c'est super efficace pour envoyer des signaux prix, pour dire vous voulez consommer ça, mais ça coûte autant, ça demande autant de sacrifices de la société pour vous le mettre à votre disposition. Vous allez payer le prix, et le fait que vous payez ce prix-là va vous inciter à intégrer le coût que la société porte pour vous offrir, entre guillemets, l'accès à ce bien. Mais pour le changement climatique, on n'a rien de cette nature-là. On n'a pas naturellement, les gens, contrairement à quand vous achetez une baguette, vous allez devoir payer un prix qui correspond au coût de fabrication de la baguette. Quand vous allez émettre du CO2, vous n'avez pas, et vous allez créer un sacrifice pour la société, qui est le dommage climatique que la société va devoir affronter compte tenu de votre mauvais comportement. Il n'y a pas de signal prix qui vous dit attention, faites gaffe, vous émettez CO2, ça implique un dommage, un coût pour la société. Et donc, c'est cette absence
d'incitation à intégrer les conséquences néfastes de votre comportement sur la société, qui fait que depuis 30 ans, on n'a pas suffisamment fait de choses pour lutter contre ce problème. Et donc c'est intéressant, ce dont vous nous parlez, c'est finalement d'une défaillance à la fois démocratique, mais aussi du marché. En fait, c'est les deux que vous pointez là. Voilà, donc en fait, moi, ce que je dis dans mon livre, c'est une défaillance de notre démocratie libérale. À l'origine, c'est une défaillance du marché, parce qu'aujourd'hui, depuis 20 siècles, on a construit notre société autour de marchés, et puis on a créé une démocratie autour de ces marchés pour les réguler, pour les contrôler, pour s'assurer qu'on redistribue la richesse liée aux inégalités que ces marchés peuvent engendrer. Et on a régulé pour empêcher l'émergence de monopoles désastreux pour le bien-être collectif. Mais notre démocratie a échoué à réguler le marché pour que ces marchés et des acteurs sur ce marché intègrent les conséquences climatiques des comportements de ces acteurs. Et voilà, donc effectivement, je pense que c'est une défaillance c'est une défaillance de marché, c'est une défaillance de notre démocratie, donc c'est une défaillance de notre démocratie libérale. On se pose dès lors une très vaste question. Que faire? Que faire de façon efficace? C'est un critère supplémentaire. Je l'ai dit, et puis je le disais en introduction sur le ton de la blague, sur cette histoire de chocolat au lait, chocolat noir, mais vous listez quand même toute une série d'actions: manger des tomates locales, installer une pompe à chaleur plutôt qu'une chaudière au fioul, prendre l'avion ou non, le remplacement d'un véhicule thermique par un véhicule électrique. Tout ça, vous les listez. Christian Gaulier, est-ce que vous croyez, d'un point de vue vraiment économique, à cette politique des petits gestes? Est-ce que pour vous, c'est par cela que ça passe aussi le changement? Oui, moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce débat, il y a plein de choses intéressantes dans ce débat sur le changement climatique, la transition énergétique. Un des trucs qui me fascine, et j'ai une responsabilité en tant que scientifique, et je pense que les économistes ont une responsabilité devant cet échec, c'est qu'on a beaucoup parlé de coûts d'inaction, des conséquences de ce qui va se passer si on ne fait rien. Et Bilal est là pour nous rappeler les incroyables dangers. Mais on n'a pas assez parlé du coût de l'action. En fait, la transition écologique, vous savez, on a eu des tas de révolutions industrielles depuis 2 siècles, et ces révolutions industrielles sont passées parce que les acteurs y voyaient un intérêt individuel. Les types qui ont remplacé le truc manuel pour fabriquer des tissus par une industrie manufacturière, il a gagné, il est devenu milliardaire. Et donc, les innovations ont été portées par la recherche du profit. Et ici, on doit rechercher des innovations qui vont détruire du profit, parce que aujourd'hui encore, une voiture électrique, ça coûte plus cher à produire qu'une voiture thermique. Fabriquer de l'acier vert, ça coûte 2 fois plus cher que fabriquer de l'acier avec du charbon. Et donc aujourd'hui, on doit transiter, et cet effort cette révolution verte, et si on pense qu'elle va être portée par la recherche du profit, ouais, peut-être qu'on va avoir des révolutions technologiques qui vont permettre de produire des biens verts moins chers que des biens bruns aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la vérité est toute différente. Et c'est ce que je fais dans mon chapitre 1. Je montre comment des tout petits gestes, vous parlez de manger des tomates locales parce qu'elles émettent moins de CO2, parce qu'elles n'ont pas été transportées par des camions sur des milliers de kilomètres. Mais aussi, qu'est-ce que ça coûte de demander à ArcelorMittal de produire de l'acier avec de l'hydrogène fabriqué avec de l'électricité issue de panneaux photovoltaïques pour produire de l'hydrogène qui va remplacer le charbon pour réchauffer l'oxyde de fer qui va permettre de produire la fonte et puis l'acier. Et c'est terrible, les économistes ne se sont jamais intéressés à cette question. Il n'y a pas de papier. Et d'ailleurs, je fais ça à titre presque comme loisir aujourd'hui, parce que je suis sûr que d'aller regarder qu'est-ce que ça coûte d'aller produire de l'acier vert, je ne vais pas publier un papier dans le Quarterly Journal of Economics comme mon copain Adrien Bilal. Donc il y a très peu d'incitation à aller voir ces histoires de coûts de l'action. Et donc aujourd'hui, c'est totalement absent des débats publics. Vous voyez, alors, aujourd'hui, il y a quand même un backlash écologique, et
derrière ce backlash, il y a évidemment la compréhension, mais qui est rarement exprimée, la compréhension que là, on est devant un mur de sacrifice à faire. Et donc, j'espère que ce backlash va nous obliger à remettre un petit peu à plat le débat sur la transition, réaliser qu'il y a des instruments de notre démocratie pour réguler les marchés, pour faire en sorte que les acteurs sur le marché soient obligés d'intégrer la question climatique dans leurs décisions individuelles et collectives, au niveau de la consommation, au niveau de la production. Et ça, peut-être que c'est bon, mais il va falloir passer par un aggiornamento de tout ce qui n'est pas vert, tout ce qui est vert n'est pas nécessairement désirable parce que c'est tellement coûteux. J'aime beaucoup mon exemple. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup mon exemple sur les 130 km/h ou 110 km/h sur l'autoroute. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc il faut repenser tout ça et voyez entre est-ce qu'il faut faire des subventions? Est-ce que l'État doit faire des subventions pour vous aider à acheter une voiture électrique? Est-ce que l'État va plutôt augmenter le prix de l'essence pour vous forcer à reconnaître que utiliser une voiture thermique, c'est pas bon pour l'environnement et donc vous inciter par une augmentation du prix de l'essence à la pompe à acheter une voiture électrique ou faut-il plutôt interdire, comme on va le faire en 2035, comme on a décidé de le faire aujourd'hui, pour en 2035 ne plus pouvoir acheter des voitures thermiques sur le marché européen. Voilà, il y a une myriade de possibilités d'intervention de notre démocratie sur des actions individuelles. La plus problématique que je vois, c'est celle de ce qu'on appelle le léviathan écologique, c'est-à-dire de finalement. Et il y a des gens, il y a même des intellectuels qui pensent ça, qui pensent qu'en fait notre démocratie n'est pas capable d'organiser cela, parce que les gens ne veulent pas faire des efforts de transition qui vont être coûteux, et donc la démocratie, il faut la casser, il faut la détruire. En fait, la démocratie, c'est la dictature du présent. Les générations futures ne votent pas aujourd'hui pour élire des politiciens qui vont trouver le bon équilibre entre les sacrifices du présent et les bénéfices potentiels de ces sacrifices pour l'avenir. Et donc, il faut abattre la démocratie et il faut imposer une dictature verte où un dictateur bénévolent, un léviathan, va imposer à chacun les actions qui sont nécessaires pour intégrer, pour faire face à nos responsabilités envers les générations futures. Cela dit, avant d'en arriver à cette solution dictatoriale que vous venez de mentionner, on pourrait se dire qu'on a tenté d'autres choses et d'autres choses qui n'ont pas si mal fonctionné. Hein. C'est la mise en place en 2005 du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne qui a quand même, je crois, divisé par deux les émissions des industriels notamment. Ça, on pourrait se dire que c'était une bonne solution. C'était ni la dictature, ni le marché qui ne sait pas exprimer le bon prix. Est-ce que justement, face au backlash que vous venez de mentionner, vous seriez plutôt inquiet vis-à-vis de ces solutions qui quand même avaient fait leurs preuves? Alors Aliette, merci beaucoup pour venir sur le point central en fait du positionnement des économistes là-dessus. Les économistes pensent que la solution, c'est de mettre un prix sur le carbone. Quand vous achetez une baguette, vous devez payer un prix qui correspond au coût marginal de production de la baguette. Et ça vous incite à être responsable et de ne pas acheter des baguettes quand vous n'en avez pas besoin, quand vous savez que vous allez les mettre à la poubelle. Donc, voilà. Et bien, pour le changement climatique, faisons la même chose. Forçons les gens à intégrer dans leur processus de décision, de mode de vie, de mode de production, les conséquences de leur mode de vie, de leur mode de production, en leur faisant payer un prix chaque fois qu'ils émettent une molécule de CO2, un prix qui correspond au dommage que cette molécule de CO2, qui va rester pendant des centaines d'années dans l'atmosphère, va engendrer pour les générations futures. Et donc, d'où le débat sur Nordos, Bilal, des 250 € les 1 000 € de la tonne de CO2. Donc, forçons les gens à intégrer la problématique climatique dans leurs décisions de tous les jours. Les petits, alors, je n'ai pas répondu à votre question de petits gestes et grands gestes, mais c'est bien ça. Hein, en imposant à tout le monde, sans exemption, les producteurs, les consommateurs, tout le monde, chaque fois que vous voulez mettre une tonne de CO2, vous allez devoir payer 1 000 €, si j'en crois Bilal. Franchement, j'y crois pas encore. Donc, je reste à mes 250 € de mon livre. Non, si c'est 1 000 €, mais si Bilal a raison, c'est un désastre. Enfin, le changement climatique devient un sujet qui n'est plus,
je le pensais de premier ordre, mais il n'est même pas de premier ordre, il est existentiel de notre civilisation sur cette planète. Mais donc, à 250 € la tonne de CO2, ben, ça augmente le prix de l'essence à la pompe de 50 centimes. Et ça, si vous devez payer demain, aujourd'hui on le paye 2 €, on le payera 2,50 € si on met une taxe carbone à 250 € la tonne de CO2, ben ça vous incitera sérieusement à dire, ah oui, ok, je ne vais peut-être pas prendre ma voiture ce week-end, je vais rester jardiner dans mon jardin. Il y a une dernière question que je voulais vous poser avant de vous passer la parole à vous dans le public. Bon, on revient encore à Bilal, mais un des grands apports de ces travaux, c'est d'avoir pensé au niveau global, au niveau mondial, pas de mesurer pays par pays ce qui était fait jusqu'ici. La coopération internationale, c'est quand même une condition sine qua non de la réussite de ces politiques-là. Je ne vais pas vous refaire le dessin des tensions aujourd'hui, de la politique menée par Donald Trump. Est-ce qu'à partir du moment où on vit dans un monde aussi fragmenté et qu'on vivra probablement dans un monde aussi fragmenté demain, on peut croire en une efficacité de politique menée uniquement au niveau national ou européen grand max? Oui, ce problème du passager clandestin, chacun ne voulant pas faire de sacrifice qui bénéficie aux autres et pas à soi-même, il se déroule au niveau individuel, comme au niveau des entreprises, comme au niveau des États. La France représente moins d'1% des émissions mondiales. J'ai plein de Français qui me disent, ah, mais pourquoi la France devrait faire des efforts? Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Même si on passe à zéro émission nette en 2050, ça ne changera rien sur la dynamique climatique mondiale si les 99% autres émetteurs de CO2 ne font pas les mêmes efforts que nous. Et des Français, plein de Français disent ça, mais en Allemagne, il y a des Allemands qui disent ça, et aux États-Unis, vous l'avez compris, il y a encore plus de gens qui pensent ça. Et donc aujourd'hui, on est dans la problématique énorme de passagers clandestins, chacun voulant que les passagers clandestins des efforts des autres, et donc tout le monde, enfin plus personne ne fait d'efforts. Donc ça, les économistes, soyons clairs, les économistes n'ont pas de solution à ce problème. Quand on découvre ce problème d'externalité, 1920, Arthur Pigou, dans un livre qu'il écrit à ce moment-là, il pense que la solution, c'est la taxe carbone. La solution au problème d'externalité, c'est on a un État qui, constatant que les gens se comportent de façon irresponsable parce que blablabla, passagers clandestins, etc., il va mettre une taxe carbone. D'accord. Et la taxe carbone va rendre tout le monde plus heureux parce que voilà, on va forcer à intégrer au bon niveau chacun à tenir compte des impacts négatifs de son propre comportement irresponsable. Et donc, quand c'est une pollution locale qui se produit au niveau d'un État, un État intelligent serait capable de faire ça, mais on n'a pas d'État mondial. Et évidemment, les molécules de CO2 que les Français émettent aujourd'hui sur Terre, au-dessus de notre territoire, ils ne restent pas longtemps au-dessus de notre territoire. Ils vont immédiatement couvrir l'ensemble de la planète et c'est un problème planétaire. C'est une externalité globale et cette problématique d'externalité globale, pour être résolue, selon le principe d'Arthur Pigou, serait d'avoir une taxe mondiale couvrant toutes les émissions de CO2. Et évidemment, on n'a pas de gouvernement mondial et on n'a pas de blindés et de porte-avions représentant les Nations Unies qui pourraient imposer cette taxe de 250 € la tonne de CO2 au niveau de l'ensemble de cette planète. Et on est incapable de dire aux pays qui voudraient sortir de cette idée-là, on est incapable d'aller les envahir pour les obliger à accepter cette taxe. Alors, on a petite parenthèse, je travaille avec des collègues du MIT et de Harvard et des Chinois et des Australiens, quelques autres Européens et des Africains, sur parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est Trump et la sortie des accords de Paris des États-Unis pour la deuxième fois. Donc, le problème numéro un, c'est les États-Unis. Et dès lors que les États-Unis sont sortis des accords de Paris, eh bien, c'est très difficile d'imaginer que beaucoup d'autres États vont faire beaucoup d'efforts pour le changement climatique, alors que les leaders mondiaux de la moralité et de l'éthique humaine jusqu'à... Bon, maintenant, c'est beaucoup moins vrai avec l'arrivée de Trump au pouvoir pour la deuxième fois. Mais voilà, l'absence de leadership de l'Occident sur ce sujet et l'énorme responsabilité de l'Occident sur ce sujet et son absence, sa faiblesse de sa réaction face à la réalité scientifique du climat fait que voilà, c'est donc ce que nous on propose dans ce consortium de scientifiques à travers le monde, c'est abandonnons le problème du GIEC, le problème des COP, le problème des Convention of the Parties, la rencontre annuelle du mois de novembre sur le changement climatique des 200 pays, des 200 parties du monde. C'est un processus onusien, donc c'est un processus qui ne peut se faire qu'à l'unanimité.
Donc à chaque, avant quand Fabius tape avec son maillet, je sais plus, au mois de décembre 2015, il tape parce qu'il n'y a personne qui lève la main pour s'opposer à l'accord de Paris. Et donc, l'accord de Paris est accepté. Il faut tout. Et donc, évidemment, toutes ces réunions annuelles, en fait, elles essayent de créer le plus petit commun dénominateur. Et ça, le plus petit commun dénominateur est infime. Et en fait, la réalité de l'accord de Paris, c'est un accord très faible et qui n'a pas permis à ce jour de réduire sérieusement les émissions de CO2 dans un certain nombre de pays. Et la réalité, c'est que l'Europe est en fait la seule région du monde à avoir pris sérieusement le taureau par les cornes et d'avoir mis en place des vraies politiques qui sont dommageables. Et aujourd'hui, les Allemands, les Italiens, et je terminerai par là, vous avez peut-être entendu, il y a eu un Conseil européen au mois dernier à Bruxelles, et les Allemands et les Italiens et d'autres pays européens ont demandé à la Commission européenne de faire des propositions de réforme du système de marché d'émission, de permis d'émission CO2, avec l'idée, en particulier à la tête des Allemands, de carrément supprimer ce seul mécanisme, vous l'avez dit, qui a permis de faire réduire de 50% les émissions industrielles, et en particulier les émissions du secteur électrique, qui est un gros émetteur de CO2, évidemment, en particulier dans les pays qui utilisent encore le charbon pour produire de l'électricité, la Pologne, l'Allemagne, etc. Et donc, aujourd'hui, on est dans un tel backlash. Le backlash climatique, il est extraordinairement dangereux pour l'Europe parce qu'on pourrait se retrouver dès le mois de juin avec une disparition du seul instrument de politique économique, de politique climatique européenne qui a vraiment fonctionné, c'est ce marché de permis d'émission. Merci beaucoup à tout le monde et merci d'avoir participé à cette conférence. Merci Christian Gaulier, merci beaucoup.